En ce milieu du mois de juin 2015, nous sommes sur la commune de Saint-Christol dans l'Hérault pour découvrir sur le domaine du château des Hospitaliers une autre façon de penser et d'élaborer la boisson de Bacchus, le vin. Monsieur Martin Pierrat, bonjour. Vous êtes l'heureux propriétaire de ce magnifique domaine situé entre Nîmes et Montpellier, tout près de Lunel. En quoi votre façon de faire du vin est-elle différente de ce que nous trouvons généralement dans notre province du Languedoc ? Nous avons une prise en compte de l'environnement à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la culture jusqu'au bâtiment de transformation. On va parler essentiellement de tout ce qui est innovant dans le bâtiment. Donc au niveau bioclimatique, il y avait d'une part travailler en inertie, donc les choix des matériaux. Donc là on est avec des murs de pierre de 50 cm d'épaisseur qui participent à l'inertie du bâtiment. Dalles de béton. Le choix des matériaux, on est parti sur des matériaux recyclables. Donc pierre, béton. Pour le bois, c'est tout ce qui est en charpente, c'est du Douglas et du mélèze. Les isolants utilisés, c'est laine de lin et ouate de cellulose. Voilà un petit peu l'ensemble de l'approche. Ensuite, je souhaitais travailler à la lumière du jour, après avoir travaillé pendant plusieurs décennies dans une cave sombre. Donc on a fait, bien qu'étant sous terre, un puits de lumière important au centre du bâtiment qui permet de travailler à la lumière du jour. Et les murs en question étant du même coup avec moins d'inertie, on a rajouté des murs végétaux qui servent d'isolant. Ils travaillent un peu comme une couverture en hiver et comme une couverture réfrigérante en été, puisque l'évaporation fait un effet frigo et que donc en plus on rafraîchit carrément les murs. Je me suis installé il y a maintenant 37-38 ans sur une exploitation qui à l'origine représentait un peu plus d'une vingtaine d'hectares. Maintenant on est monté à 40 et quelques hectares, sur lesquels actuellement nous avons 32 hectares de vignes, 4 hectares et demi de vergers. On m'a dit aussi, à la Chambre d'agriculture, que vous étiez un peu geek sur les bords, c'est-à-dire que vous utilisez de plus en plus de l'Internet et du web, certaines dernières techniques pour surveiller la nature, et de ce fait, vous jouez avec des outils de stations météo. Dans quel but exactement ? Les stations météo nous permettent d'une part de faire tourner des modèles de prévision de maladies, donc de savoir quel va être le comportement des maladies de la vigne en fonction du climat. Donc ça va nous permettre certaines années de ne pas faire du tout de traitement antimildiou, d'autres années de les limiter ou par contre d'intervenir de façon plus sévère. D'accord. Alors on m'a dit aussi que vous aviez construit un puits canadien pour votre cave qui stocke vos vins. Pourquoi ? Et puis surtout expliquez-nous ce que c'est qu'un puits canadien. C'est en fait des tuyaux qui sont enterrés dans le sol à 2 mètres de profondeur, qui vont chercher l'air au nord. On pulse cet air dans les bâtiments. En hiver, on le pulse pendant la journée pour réchauffer le bâtiment, et en été, pendant la nuit, pour rafraîchir le bâtiment. Donc c'est en fin de compte une régulation naturelle. C'est une régulation passive. C'est une régulation passive du bâtiment. La seule utilisation électrique, c'est les ventilateurs d'extraction d'air. D'accord. Alors de ce fait, vous réalisez une économie financière de maintien à température pour vos vins. Alors on travaille avec des bâtiments enterrés également, donc une forte inertie. Donc effectivement, on a très peu de consommation électrique en termes de régulation thermique des bâtiments. D'accord. Alors une question qui m'intéresse toujours, c'est est-ce que vous avez assez de recul sur les dernières années pour nous donner un pourcentage sur une économie réalisée grâce à des puits canadiens ou un système de régulation ? Non, on n'a jamais fait de calcul. L'ADEME aurait souhaité qu'on en fasse, mais ça demande des installations, de compteurs, etc. Et l'ADEME ne vous a pas aidé ? Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. On sait que ça fonctionne, c'est la seule chose qui nous intéresse. Dès le départ, j'avais une fibre environnementale, je dirais, mais sans que ça soit véritablement établi. Il n'y a qu'une chose, c'est que chaque fois que des opportunités d'évolution de nos pratiques sont apparues, on les a mises en œuvre. Quelles sont les principales actions que vous conseillez aujourd'hui aux visiteurs et viticulteurs venus vous rencontrer sur cette idée lancée par la Chambre d'agriculture de l'Hérault ? Au niveau culture, c'est clair, depuis très longtemps, nous avons mis en place des enherbements et puis également des méthodes alternatives aux insecticides. Alors, vous avez dit un mot qui n'est pas facile à prononcer. Ça veut dire que dans le langage de profane, vous laissez pousser l'herbe au milieu des vignes. Tout à fait. Des vignes, pardon. D'accord, tout bêtement. Vous laissez pousser. C'est des enherbements spontanés. Donc la conséquence directe, c'est une baisse des pesticides qui ne se retrouvent pas dans la terre et encore moins dans le vin.
Alors une biodiversité plus importante dans la parcelle, qui a une couverture végétale qui fait qu'il y a moins d'utilisation effectivement de pesticides et, plus de lessivage des pesticides utilisés dans les sols. Donc c'est un respect total ou avec la nature On ou... ne fait jamais du total, mais c'est un respect approfondi de l'environnement. Qu'est-ce qu'on entend par confusion sexuelle ? La confusion sexuelle, en fait, c'est diffuser sur l'ensemble de la culture la phéromone du papillon dont la chenille mange les fruits. Donc, pour la vigne, c'est le raisin. Pour la pêche, c'est la pêche, évidemment. Donc, les papillons sont différents. Pour la vigne, ça va être Eudémis. Pour la pêche, ça sera la tordeuse orientale. Pour la pomme, ça sera le carpocaps. Donc, à chaque fois, on sélectionne, en fait, la phéromone spécifique de ce papillon. Et nous, on va la diffuser sur l'ensemble de la surface de la culture. Les mâles de papillons ne reconnaissent les femelles que par leur odeur. Et donc, à partir du moment où l'ensemble de la surface est rempli de l'odeur du papillon femelle, ils ne voient pas les femelles, ils passent à côté sans les voir. Et donc, ils ne se reproduisent pas avec elles. Il n'y a pas d'accouplement, donc il n'y a pas d'œufs et il n'y a pas de chenilles. C'est une démarche qui a plus de chance lorsqu'elle est menée à plusieurs viticulteurs. Elle fonctionne beaucoup mieux quand c'est sur des surfaces étendues. Donc l'idéal, ça serait de confuser des régions entières. Nous, quand on a commencé, on était tout seul, donc on a confusé nos 32 hectares. Puis on a surtout beaucoup d'habitudes de la confusion sexuelle, donc on peut se permettre de confuser même sur des petites parcelles. La pratique de renherbement naturel, moi je l'ai tout de suite pratiquée sur verger. Donc il y a pas loin de 40 ans, et on l'a mise en place sur vigne il y a 25 ans. 25 ans, donc enherbement naturel et donc spontané. Et depuis 25 ans, maintenant, on l'a même carrément prolongé jusqu'aux mises en place de plantiers, c'est-à-dire que dès les plantiers, dès la première année, on les met déjà en enherbement spontané. Voilà les avantages de l'enherbement. Ensuite, on est en coteau. On est soumis aux épisodes cévenols, donc des moments où on peut avoir 200, 300 mm d'eau en quelques heures. Et on ne perd jamais de sol de cette façon-là. D'accord. Alors, on a vu aussi sur le côté nord, je crois, c'est ça, un mur végétal sur votre caveau. À l'intérieur des caves, effectivement, on a laissé les caves étant enterrées, on a laissé un puits de lumière à l'intérieur des caves qui permet d'éclairer les caves bien qu'étant enterrées. Et les murs sont couverts de murs végétaux. Alors il y a un mur nord et un mur sud. D'accord. Est-ce que ça joue sur la régulation climatique de votre bâtiment ? Ça permet effectivement d'avoir c'est comme un isolant qu'on rajoute en extérieur, c'est une isolation extérieure. Mais naturelle. Mais naturelle, et qui en plus, comme c'est arrosé, en été, il y a un phénomène de frigo qui se passe, puisqu'il y a une évaporation d'eau qui rafraîchit les murs. Donc là, on est au centre du patio central qui permet de redistribuer la lumière dans les caves. Et donc, devant, on a le bassin également, puisqu'on est 6 mètres sous terre ici, qui va reprendre les eaux d'écoulement des coteaux précédents, des coteaux au-dessus du bâtiment. Et donc, c'est un bassin naturel qui a été creusé, qui nous permet de reprendre l'eau par-dessous. Et cette eau va permettre d'alimenter le champ de bambou qui nous permet de traiter les effluents de cave, de l'alimenter en eau toute l'année. C'est également ce bassin qui reprend les excédents d'eau d'irrigation des murs végétaux que vous avez autour. Murs végétaux qui ont été installés pour, d'une part, servir d'isolant au bâtiment et d'autre part au niveau esthétique. Pour savoir un peu ce qu'il en était sur ce mur végétalisé, combien de temps il faut pour enherber un mur comme ça ? 6 mois, 1 an, plusieurs années ? Quand on le fait normalement, c'est-à-dire eau plus fertirrigation, je dirais, en 1 an, vous avez le mur qui est complètement couvert. Par contre, il faut mettre une densité de plantes importante au départ. Ce qui coûte le plus cher dans le mur, quand on le fait soi-même, ce n'est pas la structure, c'est les plantes. D'accord. Alors, est-ce que c'est une volonté aussi de ne pas avoir végétalisé l'autre mur qui est derrière ? Non, il est prévu en végétalisation. Ah. C'est simplement que déjà se lancer dans 2 grands murs comme ça, c'était déjà un petit peu présomptueux. Et donc, on n'en a fait que 2 à l'époque. Et en fait, le 3e est prévu aussi de végétaliser. D'autant que c'est celui où il y a les barriques, l'élevage barrique, et qu'en plus, il est à l'ouest. Donc, c'en est un qui serait très intéressant de végétaliser. Alors, ça devait se faire cet automne. Et puis, bon, il y a eu un peu trop de travail. Donc, ça se fait maintenant. Mais il y a même les libellules qui viennent. Et cette année, on a des oiseaux qui ont niché dans les murs.
D'accord, alors je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus voir votre domaine, puisque vous étiez un petit peu précurseur sur le côté de Saint-Christol au niveau des bâtiments, puisque Viavino n'est pas très loin. Oui. Et automatiquement, j'aurais voulu savoir comment réagissent vos visiteurs après avoir compris l'ensemble de votre orientation technique en respect de la nature. En général, on auto-sélectionne forcément des visiteurs qui sont intéressés par des mesures environnementales, et c'est toujours une agréable surprise pour que ce soit pour les clients ou pour les vignerons. Quand ils viennent nous voir, ils viennent nous voir en connaissance de cause, quoi. D'accord, mais est-ce que vous pensez qu'il y en a certains, quand ils voient le travail réalisé et les résultats obtenus, ils vont sauter le pas afin de mettre moins de produits phytosanitaires dans leur sol ? Ah oui, de toute façon, nous on a commencé les premiers enherbements en vigne naturelle, on les a commencés il y a 25 ans. Et depuis, il y a 25 ans, on était seuls à enherber nos vignes. Maintenant, sur Saint-Christol par exemple, la quasi-totalité du vignoble est enherbée. Alors pas forcément de la même façon que nous, mais il y a un enherbement qui est présent vraiment partout.